Bonjour à tous et bienvenue sur une troisième interview avec Hugo. Décidément, il vous apprécie parce que, il vous donne beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à le remercier, à aller le retrouver sur les réseaux sociaux pour le soutenir. Aujourd'hui, on va parler de la préparation mentale de l'athlète. Tu as dû apprendre à gérer un combat en étant blessé, mais comment tu gères la douleur? Quel est ton secret pour ne pas lâcher lorsque tu es, voilà, tu es blessé et tu n'as pas envie de perdre ton combat? Quel est ton secret pour pas lâcher? Ça c'est une bonne question parce qu'il se passe tellement de choses, tellement de choses pendant un combat, dans la tête d'un combattant. Je pense qu'il y a des choses, il y a des choses comme ça qui sont c'est pas forcément un secret. Je pense que chaque combattant a peut-être ça, de manière innée au fond de lui. Heu, Après, ça s'entraîne aussi, hein, ça s'entraîne aussi. Cette capacité à ne pas écouter la dureté physique d'un d'un combat, mais d'arriver à garder l'esprit clair, euh, toujours garder cette envie de remporter le duel. Euh, Pas vraiment de secret. Maintenant, moi je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à se recentrer, d'arriver à recentrer les énergies, de recentrer l'esprit sur le moment présent, euh, vraiment sur le combat. Je pense qu'il y a tellement de perturbations qui peuvent nous faire perdre de l'énergie. Le moment d'une compétition, hein, le stress, l'enjeu, l'envie de bien faire, la peur de mal faire, euh, plein d'émotions qui peuvent être négatives et qui nous font justement sortir de cet instant dans lequel il faut qu'on soit pour être vraiment euh, le plus performant. Mais est-ce qu'il y a un secret pour ne pas lâcher? euh, Ça, je pense que ça doit être gravé dans chacun des personnes qui a le courage d'aller se confronter, voilà, qui a le courage d'aller mettre les pieds sur un tatami, d'aller au combat, d'aller au duel, peu importe le résultat, mais en tout cas, je pense que ça se construit euh, d'année en année et, et d'échec en échec, je pense. D'accord. Donc du coup, les échecs, forgent pour toi cette volonté quelque part. L'expérience et aussi les échecs, tu arrives à t'en nourrir? Je pense que c'est ce qui nourrit le sportif de haut niveau, et même un homme. Enfin, quand je dis un homme, c'est avec un grand H, c'est homme, femme, tout le monde. Je pense que c'est les échecs qui nous construisent. Hein. C'est euh, peut-être euh, peut-être ce qui mériterait à moi, c'est un peu un de mes fers de lance, c'est de parler de l'échec, c'est de parler de l'échec, parler de la défaite, lui donner du sens pour mieux finalement le mettre de côté. Je sais qu'il existe, je sais qu'il est là. J'en ai pas peur parce que je sais que s'il arrive, forcément il va m'apporter des leçons. Donc quelque part, j'en ai pas peur et ça me permet de me concentrer uniquement sur comment aller chercher la victoire, comment aller remporter ce duel et non plus avoir peur de l'échec, peur de perdre. Et c'est souvent, en tout cas, moi, c'est une expérience que j'ai vécue, c'est de switcher sur son attention. Quand ça commence à être dur, eh bien, si on se dit qu'on a ah là là, il y a la peur la peur de perdre qui est en train d'arriver, on a la peur de l'échec, forcément on va y aller dedans. Alors que si quelqu'un s'est conditionné et qu'il n'a plus peur de ça, plus peur parce qu'il sait que si elle arrive, même si ça fait mal, parce qu'une défaite en judo surtout, c'est assez humiliant, hein, c'est assez humiliant. On est projeté par terre sur le dos, c'est humiliant. Faut avoir du courage pour aller accepter ça. Mais je pense qu'une fois qu'on a accepté ça, qu'on a donné le sens qu'il faut à la défaite, à l'échec, ça permet
de switcher, d'avoir l'esprit qui soit focalisé sur ce qu'on a à faire et d'être, voilà, de permettre ce petit moment où il va faire la différence mentalement. Je pense que ça peut nous aider. Merci, j'ai envie de te dire merci parce que c'est aussi un des combats que je mène. Ça fait plaisir de voir des personnes qui mènent ce même combat qui est de dédramatiser l'échec, de le voir en tant que quelque chose de constructif. Nous, on a fait un article dessus, dans le blog qui est consacré vraiment sur la vision de l'échec, comment on peut grandir grâce à nos échecs. On a un vrai problème du refus de l'échec et moi, ça me rappelle un peu la première interview qu'on a fait ensemble sur la méthode d'entraînement où on disait qu'en France, on s'entraîne comme en chiaille, on ne veut pas perdre. On veut gagner à tout prix, même pendant l'entraînement, on a un peu ce refus de l'échec, qui est, omniprésent, et même dans l'éducation nationale, enfin surtout dans l'éducation nationale, hein, où on dramatise beaucoup l'erreur et on valorise, moins ce qui va bien. Je peux le dire, je suis enseignant, donc j'ai le droit. Heu, voilà, c'est non, mais voilà, je comprends tout à fait ce que tu veux dire quand tu dis que ça forge un homme, oui, je te rejoins et merci pour ce discours. Donc voilà, si vous vous êtes planté, c'est pas dramatique, ce qui est dramatique, c'est de rester fixé dessus. Je pense que c'est, un peu ce que tu voulais dire, si je me trompe pas, je détourne pas tes paroles? Maintenant qu'on parle d'échec, moi ce que je dis toujours à mes élèves, c'est: «Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu fais de cet échec-là? Est-ce que tu t'apitoies? Est-ce que tu en veux à l'arbitre? Est-ce que tu en veux à ton adversaire? Qu'est-ce que tu fais de cet échec-là?» Et ça, c'est chacun après à arriver à avoir cette remise en question, à arriver à en tirer le meilleur. Mais je pense que il faut donner du sens à ça. Parce que voilà, avec la victoire, c'est les deux faces d'une même pièce. Et si on parle que d'une face, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et je pense que voilà, le dédramatiser, donner du sens, donner de la valeur, eh ben, ça permet de se focaliser vraiment sur ce qui est le plus important. Enfin, ce pourquoi on s'entraîne, c'est d'aller chercher les médailles, d'aller réaliser des performances élevées. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut perdre, hein, mais il ne faut plus en avoir peur pour pouvoir se focaliser vraiment son attention sur la performance. En tout cas, c'est ma vision de la compétition. Très, très belle façon de voir les choses, franchement, j'adhère 100. Heu comment tu entretiens, que ce soit chez toi ou chez tes athlètes ou tes élèves, comment tu entretiens la motivation? Parce que s'il y a plus de motivation, la pratique, se ternit, on est moins, on est moins performant. Comment tu arrives à entretenir toi la motivation? Encore une fois, c'est pas évident, c'est une bonne question. Je pense que ce qui est important, c'est de rendre le pratiquant, donc l'athlète, acteur vraiment de sa carrière, acteur de son projet, acteur de ce qu'il fait. Euh, des fois, à vouloir, en tout cas dans le sport de très haut niveau, à vouloir s'entourer de plein de psychologues, d'un kiné, d'un ostéo, d'un entraîneur, d'un préparateur physique, préparateur mental. On en oublie que finalement, les solutions, elles viennent de nous et que ces gens-là, il faut s'encadrer de personnes compétentes, mais en tout cas, il faut être acteur. Et pour être acteur, je pense qu'il faut rendre décisionnaire, en tout cas laisser la place à la décision à l'athlète. Il faut que ce soit une collaboration, que ce soit dans le choix des compétitions, que ce soit dans la planification de l'entraînement, euh, donner du sens à l'entraînement, comprendre pourquoi est-ce qu'à tel moment on va, on va s'entraîner de telle manière, pourquoi à notre moment on va changer, on va s'entraîner différemment. Je pense que de la compréhension, ça amène de la motivation. Si on sait pourquoi on se lève, si on sait pourquoi on monte sur un tatami, si on sait pourquoi telle séance elle va être dure, ben, je suis beaucoup plus motivé que si jamais on me dit demain la séance elle va être dure, juste parce qu'il faut que ce soit dur. Ah ouais, ben, au bout d'un moment j'en ai marre quoi. Donc c'est ça, c'est rendre l'athlète acteur, donc qu'il ait une place dans les décisions. Je pense que c'est important. Euh,
et lui donner des clés de compréhension, de connaissance, d'autonomie, qui puisse faire des choix qui soient vraiment des choix cohérents, et parce qu'il a les connaissances pour. Et je pense que ça, d'une part, c'est important. Et aussi, voilà, donner des objectifs de progression. Je pense que ça pas uniquement des objectifs de résultats, mais des objectifs de progression. Parce que des objectifs de résultats, bon, bah, c'est qui tout double. Et des fois, ça peut être, c'est pas suffisant pour moi. Et donner des objectifs de progression technique, de progression physique et de progression mentale, ça permet d'entretenir une motivation chez l'athlète. Voilà, c'est deux voies qui sont importantes à développer. Ben, je te rejoins à 100%, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le blog, c'est pour donner, les clés à toutes les personnes qui ont envie de se former un peu, pour qu'elles puissent être, acteurs en même temps de leur propre exercice. Et pour ce qui est des objectifs, on a fait une vidéo complète pour que les personnes puissent, réussir à se faire des objectifs de moyens. Alors ce que toi tu appelles les objectifs de progression, en préparation mentale, en général, on appelle ça les objectifs de moyens. Hem, voilà, et on l'explique, donc je mettrai la vidéo juste en dessous pour les personnes qui sont un peu curieuses. Oui, oui, c'est de très, très bonnes pistes. Et une petite question personnelle du coup, en tant qu'enseignant, est-ce que tu dis à tes élèves, là on rentre là parce que dans d'autres interviews tu parlais, des différentes séances, des différentes séquences, que tu allais faire sur une semaine, sur 2 semaines. Est-ce que tu vas expliquer à tes élèves: «Bah, là on va rentrer sur une semaine qui va être un peu plus compliquée parce qu'on va travailler sur tel point», ou est-ce que, tu l'expliques, pas du tout finalement? Tu l'expliques un peu, pas du tout? Voilà, encore une fois, là, pour remettre dans le contexte, moi, j'entraîne pas que enfin, en fait, j'ai très peu, pour l'instant, hein, je démarre dans l'enseignement et dans l'entraînement du côté des profs. Euh, j'ai très peu de gens qui sont vraiment engagés à 100% dans un projet de très haut niveau. Des gens qui s'entraînent peut-être moins régulièrement. Des gens qui sont peut-être plutôt en loisir, mais compétiteurs. Euh, donc, c'est plus difficile de mettre en place. Là, le discours que j'ai, c'est dans une posture d'entraîneur, vraiment d'entraîneur d'athlète de haut niveau, compétiteur. Donc, forcément, j'irai un peu moins loin dans la réflexion en tant que professeur de club et professeur de judo, où j'ai des compétiteurs, j'ai des loisirs, j'ai des débutants, j'ai des plus aguerris. Euh, mais par contre, voilà, j'essaie de garder des lignes de conduite, c'est-à-dire que entre telle période, on va travailler techniquement ce point-là, cette situation-là, qu'on va faire évoluer. Donc ça, voilà, je l'énonce explicitement, évidemment. Quand il y a les compétitions, les échéances qui arrivent, avant le début de la saison, les athlètes sont au courant de quelles sont les échéances qui sont importantes pour eux dans la saison. Donc forcément, les sollicitations physiologiques vont être différentes par rapport à cette planification-là. Mais voilà, pour l'instant, je ne le mets pas en place aussi de manière aussi pointue, si ce n'est sur moi-même finalement, puisque pour l'instant, le seul athlète de très haut niveau l'athlète de haut niveau que j'entraîne, c'est moi-même pour l'instant. Ce qui est déjà pas mal. Et ce qui est déjà ce qui est déjà vraiment pas mal. C'est Et plus dur presque de s'entraîner soi-même que d'entraîner quelqu'un d'autre, je trouve d'ailleurs. c'est plus dur. Oui, mais dans tous les cas, quand je dis je m'entraîne, mais je ne m'entraîne pas tout seul. Hein. J'ai mon entraîneur, je suis accompagné. Mais avec l'expérience, l'âge, c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'autonomie et je me sens beaucoup plus efficace. Du coup, c'est des choses que j'expérimente quand je parle d'autonomie, quand je parle d'avoir des clés en main. C'est-à-dire que maintenant, j'ai compris plein de choses qui font que je suis capable de réguler, je suis capable de gérer les choses un peu de manière autonome. Et je suis plus à la disposition en tout cas, je ne dépends plus vraiment à 100% d'un entraîneur ou vraiment d'un staff autour de moi. Disons que le Et, confinement t'empêche pas de t'entraîner. exactement, exactement. Comment de toute façon, je pense qu'en allant sur les réseaux, on a plein de bonnes idées pour aller s'entraîner.
D'ailleurs, il Ouais, faut bouger pendant ce confinement. Ne restez ouais, oui, pas inactifs. c'est le risque, hein. Ah là là, ça va être la débandade d'arriver à la reprise des dojos. Ah, ça, il va falloir reprendre progressivement. Progressivement. La progressivité, ça va être la clé de la reprise. C'est ça. Comment est-ce que tu gères, toi, le stress de pré-compétition, alors on va dire à court terme, c'est-à-dire de la veille jusqu'à 5 minutes avant le combat? Comment tu arrives à gérer ce stress-là? Ah, grande question. Déjà, est-ce que tu le gères? Parce que certains ne le gèrent pas du tout, hein, Ah, si, 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 bien sûr. Et ça, il faut savoir que moi, en tout cas personnellement, c'est quelque chose qui a été limitant pendant de nombreuses années quand j'étais plus jeune. Et, euh, et donc, j'ai travaillé avec, tout d'abord avec une psychologue spécialisée dans le sport. Donc, j'ai travaillé avec Myriam Salmi, qui maintenant, voilà, ça a été une dame qui travaille avec des gens comme Teddy Riner, des gens comme Mathieu Bastaro. C'est des gens qui l'ont ouvertement dit dans les médias. Et donc, j'ai, ça m'a permis déjà de comprendre ce que c'était un petit peu une émotion, de comprendre ce que c'était le stress, euh, de comprendre comment moi je réagissais par rapport à ça. Euh, En tout cas, l'erreur de dire que le mental, c'est uniquement ne pas craquer, c'est uniquement s'entraîner dur pour travailler le mental. Ça, faut sortir de cette mentalité-là. Et moi, en tout cas, dans mon discours, je me battrai toujours pour aller plus loin que ça. Et la gestion des émotions, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. Et je pense que c'est un chemin personnel qui est vraiment passionnant à aller, à aller chercher, quoi. Enfin, euh, à aller travailler. Et moi, personnellement, il y a, en tout cas, voilà, avec l'expérience, on relative un petit peu sur la valeur de la compétition, sur la valeur d'une performance, sur la valeur d'une médaille. Donc déjà, ça permet de souffler un bon coup et de remettre la compétition et le sport à sa juste place. C'est-à-dire que c'est un jeu, c'est qu'un jeu. Et à moins de m'appeler, évidemment, Teddy Riner, ça lui a changé la vie, mais ça reste anecdotique pour la plupart des sportifs. Euh, En tout cas, je parle de la médaille en elle-même. Donc, du coup, relativiser voilà, la valeur d'une médaille, c'est quand ça permet de relâcher un petit peu de pression, un petit peu de stress sur l'événement lui-même. Et, euh, et ensuite, moi, je développe un petit peu, genre, je suis encore débutant dans cette technique-là, mais voilà, j'essaie de pratiquer un petit peu la méditation de pleine conscience. D'accord. Euh, et c'est quelque chose voilà, qui permet de se recentrer, qui permet encore une fois, de prendre du recul sur ses émotions, de les comprendre, de se détendre un petit peu. Et tu pratiques De, ça, régulièrement? Ce que je veux dire, c'est quasiment quotidiennement? Ou est-ce que tu fais ça, un peu avant la compétition? Tu gères ça comment du coup? bah, dans mon quotidien, il faudrait que je pratique un peu plus. Là, c'est vrai que le confinement, ça me permet d'explorer un peu plus j'ai un peu plus de temps enfin, je prends un peu plus de temps en tout cas pour explorer cette pratique-là. Mais voilà, c'est comme, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait intégrer vraiment régulièrement. Disons que c'est un peu comme l'aspect technique, hein. Si le jour de la compétition, on essaye une nouvelle technique qu'on n'a jamais pratiquée à l'entraînement, ben, ça passera pas. Et donc, c'est un peu le même principe pour la méditation. Ça veut dire que si on n'a jamais fait et que le jour de la compétition, ben, on se dit je vais calmer mon stress en essayant de méditer, ça ne marchera pas. Ça peut être même plus angoissant qu'autre chose. C'est ce que j'arrête pas de me tuer à dire à certains athlètes. Ouais, ouais, Faut c'est, s'entraîner, la préparation mentale, ça s'entraîne comme la préparation physique, comme la préparation technique. C'est, un point de performance à entraîner. c'est l'entraînement mental. Voilà, c'est un ami à moi qui utilise ce terme-là, plutôt que OK, de très bon. méditation, mais de l'entraînement mental. Et, je trouve que c'est cohérent. Ça te correspond du coup? Tu as trouvé quelque chose qui te correspondait?
Ouais, c'est ça. Voilà. Mais essayez, hein, si vous, voilà, c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Encore une fois, en préparation mentale, il y a pas de valeur juste. Autant en préparation physique, on peut à peu près savoir ce qui va fonctionner avec quelqu'un, autant en préparation mentale, il faut vraiment tester parce que, on n'y comprend rien au cerveau encore. On ne sait pas comment ça fonctionne. Donc voilà, faut tester, faut pas hésiter et dites-nous en commentaire si vous pratiquez, la méditation de pleine conscience, pour gérer le stress. Comment vous faites? Est-ce que vous vous entraînez? Combien de temps? Et si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les partager avec le plus grand nombre. J'ai 2 réponses opposées pour la prochaine question. C'est voilà, est-ce que pour toi, le fait, de réfléchir les techniques, les principes, c'est un plus dans la pratique ou au contraire, est-ce que c'est totalement futile et inutile? Est-ce que tu peux être un peu plus clair dans le fait de réfléchir ces techniques et ces concepts en dehors de l'entraînement? Tu entends quoi par, Imaginons que, tu, as du mal, je ne sais pas, je vais dire une connerie, sur Osotogari. Tu vas réfléchir au Osotogari, tu vas dire: «Ah oui, mais alors Osotogari, effectivement, j'ai peut-être du mal parce que je déséquilibre pas assez de ce côté, peut-être que» et tu vas juste réfléchir à la technique, la déconstruire, intellectuellement. Peut-être, sur un principe comme, je ne sais pas, la distance, tu vas réfléchir sur la distance, sur les timings, sur les choses comme ça, en disant: «Il faudrait peut-être que j'agisse, plus vite, il faudrait peut-être que voilà, la distance, il faut que j'arrive à maintenir telle distance en réfléchissant là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est un plus pour quand tu vas revenir sur les tapis ou est-ce que tu penses que c'est, complètement inutile? Bien sûr, je stipule, je préfère être clair, on parle de réflexion en dehors du dojo, hein. C'est clair que c'est pas sur les tatamis que tu vas dire: «Ah oui, effectivement, si je prends un angle de 45°, je serai plus efficace». OK, non, je vois ce que tu veux dire du coup, mais, moi je pense que heu, c'est important encore une fois, c'est sûr que ce qui se passe sur le tapis, donc c'est fait de sensations, c'est fait d'émotions. Maintenant quand on est dans une recherche de très haut niveau, je pense que les athlètes de très haut niveau, bah, alors voilà, j'ai pas lu d'études, hein, peut-être je généralise, peut-être que je me trompe, ça c'est possible. Mais je pense que chacun est obligé à un moment donné, de conscientiser des choses. On a des problèmes. Purée, je rentre chez moi, j'ai fait ma compétition, j'ai bloqué sur un gaucher qui m'a écrasé pendant tout le combat. Et du coup, ben, je suis obligé d'un moment donné de, d'essayer de conscientiser un peu le problème, d'essayer de conscientiser une solution. Maintenant, ça suffit pas. Mais je pense que c'est essentiel et ça revient un petit peu au principe d'autonomie, au principe d'être acteur. C'est-à-dire que si à une compétition, j'ai bloqué et que j'attends que ce soit mon entraîneur qui me donne la solution, bah, s'il est très fort, s'il a l'œil et qu'il me connaît exactement, il pourra me donner la solution. Mais je pense que les solutions, elles sont en nous. Elles sont en nous. L'entraîneur, il va nous aiguiller un petit peu, mais les solutions, elles sont à nous et c'est à nous de faire l'effort d'aller les chercher. Donc, à un moment donné, je pense que c'est important de conscientiser. Après, moi, je suis peut-être quelqu'un qui soit un peu plus intellectuel que uniquement sur l'aspect sportif, mais je pense que c'est important de conscientiser. Et ça n'empêche qu'après, la réalité, c'est ce qui se passe sur le tapis, c'est de le mettre après en pratique. Et c'est par contre, là où je suis contre, c'est des fois des athlètes qui sont sur le tatami et qui se posent 10 000 questions. Ah, si je faisais un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Je pense que quand on est sur le tatami, il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action, il faut être dans le faire. Il faut vraiment euh, voilà, essayer des choses. Mais ça n'empêche que c'est important de conscientiser, de visualiser. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est prouvé, la visualisation mentale. On en parle beaucoup dans le sport de haut niveau pendant le confinement d'ailleurs. On propose aux athlètes de continuer de se visualiser. Je pense que c'est voilà, C'est hyper important. On n'en a pas parlé pendant l'interview, c'est vrai, sur les blessures, hein, mais c'est quelque chose pour garder les connexions neuromusculaires, viables, garder les bons réflexes et même réussir à dépasser certains caps. La visualisation, c'est un outil formidable, hein. ouais, ça a montré ses preuves. Il y a une dame qui travaille à l'INSEP qui développe ça s'appelle Claire Calmels qui développe ça. J'ai des amis qui l'ont utilisé pendant leur rééducation, sur des rééducations longues. Et ça, en tout cas, les résultats sont vraiment positifs. Et j'engage, enfin, je conseille à chaque pratiquant voilà, de se projeter un petit peu, de regarder des vidéos. Là, pendant ce confinement, on ne peut pas faire de judo. Ben,
moi, je me nourris de vidéos, d'essayer de pendant mes séances des séances d'entraînement, je me visualise en train dans telle ou telle situation. Euh, voilà, je pense que c'est important. Encore une fois, c'est pas la recette, hein, c'est pas la recette. Je comprends les gens qui disent que ça peut être de la masturbation mentale et qu'il faut être dans l'action je comprends tout à fait. Il y a des athlètes qui ont pas besoin de ça et qui ont juste besoin de foncer. Mais je pense que je reste quand même persuadé que pour durer, il faut prendre des choses en main, il faut conscientiser, il faut avoir cette réflexion personnelle, je pense. Comme tu le disais tout à l'heure, il faut devenir acteur de sa réussite. Sur la visualisation, je me permets juste de rebondir parce que, il y a des risques de contre-productivité aussi, hein. Si elle est mal faite, pensez bien à respecter toutes les règles. Je vous mettrai une vidéo où on explique, voilà, on a pris un quart d'heure pour expliquer toutes les règles clairement de la visualisation, parce que si vous la faites mal, ça peut être complètement contre-productif. Donc prenez, voilà, 10 minutes, un quart d'heure pour regarder la vidéo que je vous mets si vous êtes intéressé par cet exercice. Hem, on va terminer avec une question, est-ce que tu as des techniques pour te ressaisir mentalement lorsque tu te fais dominer en combat? Euh, Encore une fois, en combat, les choses vont tellement vite. Alors on va prendre un cas concret. Tu viens de te prendre un Waza-Ri, donc du coup, tu as plus le droit à l'erreur. Heu, co voilà, comment tu fais quand tu te relèves pour rester dans le combat, pour pas te sentir, tu vois, trop écrasé? Est-ce que tu as une astuce? Est-ce que tu fonces sans te poser de questions? Bah, je pense que de manière instinctive, c'est quelque chose qui va nous faire réagir. Si tout compétiteur, euh, quand on prend un avantage, ça nous fait réagir. Après, l'important, ce sera de ne pas faire n'importe quoi dans notre réaction. Mais je pense que prendre le temps, même en combat, euh, de souffler, de prendre 2 3 secondes, souffler, se recentrer et, euh, et essayer de se recentrer sur un objectif simple. Ça va être une saisie, ça va être euh, ouais, c'est ça, une saisie, un déplacement, quelque chose qui nous ressente vraiment sur le combat, sur le problème qu'on a en face de nous, et ne pas rentrer dans ces pensées où on va penser au résultat, où on va se dire mince, j'ai pris un avantage, si ça continue, je vais perdre le combat, si j'arrive pas à faire ci, si j'arrive pas à faire ça, s'il se passe ci, s'il se passe ça, si on rentre dans tous ces si là, Ah oui, là, tu euh, es voilà, submergé et là tu es plus c'est dans le combat. voilà exactement. Donc c'est vraiment voilà souffler et se recentrer sur un objectif simple. Ça va être, voilà, j'ai mon problème, j'ai pris mon Wasari sur telle action, sur telle séquence parce qu'il m'a dominé là-dessus. Bon, ben, c'est, à mon avis, c'est des séquences que j'ai peut-être déjà travaillé à l'entraînement. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets en place pour réagir? C'est là où aussi nous, on a du coaching en judo, hein, on a le coach sur la chaise. C'est là où aussi l'œil du coach peut nous recentrer, peut nous redonner un œil extérieur. Là où des fois c'est dur de prendre du recul, hein. Quand on est dans le feu de l'action, c'est dur de prendre du recul des fois. Mais oui, bien entendu, c'est pas évident. Et ce que tu dis des choses simples, c'est pas si simple que ça à mettre en place, hein, c'est voilà, là, tu rentres sur, une routine ou sur, voilà, pour faire simple, c'est des outils de préparation mentale. Alors comme tu le dis, tu as été suivi, par des psychologues, tu as été accompagné, puis on sent bien que tu es curieux dans le milieu, enfin, sur le domaine en tout cas, voilà, tu as envie, de progresser dans ce sens-là. Heu Moi, voilà, j'encourage les personnes qui sont comme toi à vraiment continuer à fouiller parce que, on sent que ça t'a fait du bien. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça t'a fait du bien à ta compétition, ces techniques, non? Ça t'a permis de revenir peut-être? Parce que tu disais que tu avais un stress avant, que ça a été ton gros problème. Est-ce que tous ces outils que tu as mis en place, ça t'a aidé à mieux gérer la compétition? Ah bien sûr, bien sûr. Moi j'ai une carrière assez frustrante où, bon, on en avait parlé en off, mais du coup j'ai eu pas mal de blessures durant ma carrière, dans mes années où j'étais vraiment investi à 100% dans mon projet sportif. Des ruptures de ligaments croisés à répétition, qui m'ont mis sur le bord. Des performances qui n'ont pas été à la hauteur de ce que j'avais envie. Et voilà, ça a été limité par
par des croyances ou par des, même en compétition, voilà, j'ai eu du mal des fois à me libérer. Et c'est des choses qui, voilà, maintenant avec l'expérience, j'ai eu, voilà, au mois de novembre, à 28 ans, alors que je m'entraîne beaucoup moins, je suis beaucoup moins dans un projet de très haut niveau. J'arrive à réaliser ma meilleure performance sportive. Donc c'est que clairement, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu et, et cette gestion mentale, euh, cette, voilà, cette envie d'être bien, d'être bien dans ma tête, quoi. Euh, je pense que c'est ce qui a fait la différence. Après, il n'empêche que je me suis entraîné tous les jours, 2 fois par jour pendant des années. Donc ça, il y a des choses qui ont été acquises, même si je fournis beaucoup moins d'efforts maintenant. Oui, Mais bien sûr, le corps n'oublie pas, surtout que tu entretiens et tu continues à t'entraîner quand même, hein. Il ne faut pas non plus penser oui, oui. que ça sert à rien, bien entendu. La Ah, oui. technique, le corps, tout ça, c'est Ah, un ensemble. ah, là, c'est sûr, faut pas, c'est des plus, et ça fait partie de, comme je le disais, c'est des bulles qui se chevauchent, qui se croisent et qui forment la performance. Mais il faut pas croire que là, c'est un peu à la mode, la préparation mentale, euh, tout ce côté-là, on voit fleurir beaucoup de préparateurs mentaux, tout ça. Il faut pas oublier que c'est un outil à la perf, mais que c'est pas la performance. Voilà, je veux mesurer, ça fait partie de la performance, mais ce n'est pas la performance. Et il faut, voilà. La performance, il n'y a que l'athlète qui l'a fait, hein. Oui, exactement. Exactement. Et il y a plusieurs domaines qui rentrent en jeu. Bien sûr. Bien sûr, et tout le monde n'a pas besoin, les mêmes besoins, tout le monde n'a pas euh, le même questionnement, le même cheminement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai. Euh, je, Euh, voilà, je voulais appuyer dessus, hein. Ne pensez pas que parce qu'une personne a eu besoin de beaucoup de préparation mentale, c'est ce dont vous avez besoin, ou que parce que quelqu'un n'en a pas eu besoin, vous n'en aurez pas besoin. Euh, Recentrez-vous sur vous, ce que disait Hugo tout à l'heure. Je pense que c'est tout à fait valable. Vraiment, enfin, c'est même la clé pour réussir à performer à un moment donné, c'est réussir à être en accord avec soi-même. Exactement. Est-ce qu'il y a une question que tu Exactement. aurais voulu que je te pose durant cette interview et que je t'ai pas posée du coup? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je te remercie encore une fois pour ta patience. Est-ce que de ton côté, il y a une question que tu aurais voulu nous poser sur ce thème? Non plus, non plus, mais je termine juste en rejoignant un petit peu ce que tu as dit juste avant, que c'était propre à chacun. Euh, donc, posez-vous vraiment les questions de qu'est-ce qui vous limite. Qu'est-ce qui vous limite c'est pas parce qu'on parle beaucoup de préparation mentale que c'est la clé de la réussite. Euh, Qu'est-ce qui nous limite? Quelles sont nos barrières? Est-ce que j'ai besoin de progresser physiquement? Est-ce que j'ai besoin de technique? Est-ce que j'ai des blocages au niveau du stress, au niveau de l'anxiété? Voilà, si on veut vraiment progresser dans la performance, il faut arriver à être honnête et avoir ce recul-là, ce recul-là, cette remise en question et cette réflexion personnelle. Si on l'a pas, on laissera notre destin entre les mains d'entraîneurs, entre les mains de personnes extérieures qui ne pourront pas ressentir les choses à notre place. Et, euh, et forcément, il y aura peut-être des manquements à un moment donné ou des choix qui ne seront pas les plus pertinents. Donc vraiment, voilà, c'est se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me limite? Sur quoi est-ce que je peux travailler? Et dans ce cas-là, je dirais chercher les compétences qui me manquent chez des gens qui sont chez des professionnels. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est mon retour d'expérience plutôt d'athlète. Hein. J'ai pas encore assez d'expérience de l'autre côté pour au niveau de l'entraînement en tant qu'entraîneur. Mais tout ça, c'est vraiment mon expérience d'athlète, quelques expériences personnelles, mes connaissances, surtout dans le milieu de la kiné, qui me construisent aussi, qui me font permettre d'avoir un angle de vue un peu différent. Euh, mais voilà, je termine là-dessus. C'était vraiment magnifique comme interview. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce temps que tu as passé avec nous.
Vraiment, je tiens à te remercier. Encore une fois, il y aura bien sûr, tout en lien pour que les gens puissent venir te soutenir, te retrouver. Et pour contacter Hugo, pour le retrouver en stage, n'hésitez pas à, aller le retrouver sur les réseaux sociaux, à prendre contact directement avec lui. Il est prêt à se déplacer, pour, expliquer, sa façon de voir les choses et puis vous donner de nouvelles idées, car c'est qu'en partageant qu'on peut progresser. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, comme d'habitude, on les transmettra à Hugo et on y répondra avec, le plus grand des plaisirs. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo ou une prochaine interview. Tchou bye!